Décembre 2025. Une lettre renverse l'architecture régionale. En 24 heures, la Guinée-Bissau quitte la CEDEAO, prête serment à l'AES et déplace route, port, prix, sécurité. Que gagne-t-on, selon Ibrahim Traoré, quand on bâtit? Derrière l'annonce, une mécanique s'enclenche. Continuité logistique du Sahel vers l'Atlantique, chantier portuaire, emplois attendus et diplomatie sommée de suivre l'infrastructure plutôt que l'inverse. La promesse est simple, le risque aussi. Tenir dans la durée sans rupture systémique en prouvant que la souveraineté se mesure au kilomètre, au délai et aux marges gagnées sur le terrain, pas dans les communiqués. L'objectif est clair et mesurable, expliquer ce que cette bascule change concrètement et pour qui. Le bénéfice promis tient en peu de mots. Réduire coûts, délais, dépendance. Mais l'enjeu dépasse l'économie immédiate. Il s'agit de savoir si une souveraineté traduite en infrastructure, financée sans nouveaux prêts extérieurs, peut résister aux chocs diplomatiques, aux sanctions potentielles et aux contraintes de gouvernance. La décision de la Guinée-Bissau agit comme un test grandeur nature observé par les États enclavés du Sahel, les institutions régionales et les partenaires extérieurs. D'un côté, une opportunité stratégique longtemps jugée irréaliste, accéder à l'Atlantique par continuité logistique, sécuriser des débouchés, capter davantage de valeur localement. De l'autre, des risques documentés, isolement commercial, friction politique, exposition à de nouveaux rapports de force. Ce récit ne cherchera ni à célébrer ni à disqualifier. Il examinera la mécanique, les chiffres disponibles et les effets visibles sur le terrain afin de comprendre si cette rupture administrative peut devenir une trajectoire durable plutôt qu'un moment spectaculaire. Le basculement ne commence pas par un traité, mais par un chiffre. En 2 ans, plus de 5000 kilomètres de routes ont été construits au Burkina Faso, un volume inédit pour un État sahélien enclavé, financé sans nouveaux prêts extérieurs. Ce chiffre, souvent relégué en note de bas de page, éclaire la lecture qu'en fait Ibrahim Traoré et la logique qui rend la décision de la Guinée-Bissau intelligible. La sortie de la CEDEAO n'intervient pas dans un vide politique. Elle s'inscrit dans une accumulation de tensions, de sanctions et de désaccords sur la nature même de l'intégration régionale. Pour les nouveaux régimes sahéliens, les cadres existants ont progressivement cessé d'être des outils de coopération pour devenir des mécanismes de contrainte. Le retrait de la Guinée-Bissau agit alors comme un accélérateur, pas comme un point de départ. Quelques semaines avant l'annonce officielle, les signaux étaient déjà visibles. Les négociations s'enlisaient, les suspensions s'additionnaient et les discours sur la souveraineté gagnaient en précision. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré répétait une idée simple. Sans capacité matérielle, la souveraineté reste un mot. Cette approche trouve un écho particulier lorsqu'on observe des investissements internes réalisés sans conditionnalité extérieure et une exécution accélérée des chantiers. Dans ce contexte, l'accès potentiel à l'Atlantique change d'échelle. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il ne s'agit plus d'un symbole politique, mais d'une continuité logistique entre routes intérieures et débouchés maritimes. La géographie, longtemps perçue comme une contrainte immuable, devient un levier stratégique. Ce rappel modifie la lecture de l'événement. La décision administrative n'est pas une rupture isolée, mais l'aboutissement d'une séquence où l'infrastructure précède la diplomatie. La question ouverte depuis le début trouve ici un premier élément de réponse. Ce qui semblait impossible hier devient praticable lorsque les fondations matérielles sont déjà en place. Pour comprendre ce que cette recomposition produit réellement, il faut quitter les sommets diplomatiques et regarder le terrain. À Bissau, près du port, les discussions ne portent pas sur les traités,
mais sur les chantiers annoncés, les délais et les emplois attendus. Le plan dit Bissau-Bullet 2026 devient rapidement un repère concret. Quais réhabilités, routes côtières priorisées, circulation facilitée entre zones rurales et façades maritimes. Sur certains tronçons pilotes, des équipes mixtes travaillent déjà. Ouvriers guinéens, techniciens venus du Burkina Faso, ingénieurs civils. La coopération se matérialise avant même que les flux commerciaux ne soient pleinement opérationnels. Cette visibilité change les comportements. Les habitants projettent des usages, les commerçants anticipent des volumes, les autorités locales ajustent leurs priorités budgétaires. Le lien avec les routes intérieures construites sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré devient immédiatement lisible. Ce qui était perçu comme une promesse idéologique prend la forme d'une continuité physique. Des coopératives agricoles burkinabées commencent à envisager des circuits d'exportation sans intermédiaires européens, tandis que des producteurs locaux réévaluent leur capacité de stockage et de transformation. L'impact précoce n'est pas encore chiffré en flux massif mais il est observable en décision. En décision. Investir, former, coordonner. L'Alliance sahélienne cesse d'être un slogan pour devenir une méthode reproductible, où la souveraineté se mesure à la capacité d'aligner routes, ports et compétences. L'idée essentielle est immédiate. Lorsque l'infrastructure précède la diplomatie, la rupture devient praticable et, surtout, crédible aux yeux de ceux qui vivent et travaillent sur place. Pendant un long moment, les signaux se sont accumulés sans rupture visible. Pendant des mois, les relations entre la CEDEAO et les régimes sahéliens se sont tendues. Sanctions progressives, suspensions institutionnelles, échanges diplomatiques réduits à des formes minimales. Cette phase d'activation est restée largement invisible, mais elle a préparé le terrain. Les États du Sahel, déjà engagés dans une logique d'autofinancement et de construction interne, réévaluaient de leur dépendance aux cadres régionaux existants. Et puis, le point de bascule arrive. En novembre 2025, le général Horta Inaman prend le pouvoir en Guinée-Bissau. La réaction extérieure est immédiate. Condamnation, menace de sanctions, suspension institutionnelle. Contrairement aux attentes, le nouveau régime ne cherche pas l'apaisement rapide. Il observe, mesure, temporise. Dans cet intervalle, les signaux sahéliens deviennent plus clairs. Ibrahim Traoré répète que la souveraineté n'est pas négociable lorsqu'elle repose sur des infrastructures déjà financées et opérationnelles. Le moment décisif survient ensuite par une mécanique administrative maîtrisée. Une série de lettres officielles est adressée aux chancelleries et aux instances régionales. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau annonce son retrait total de la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. L'effet est immédiat. Les téléphones crépitent à Abuja et à Accra. Des réunions d'urgence sont convoquées, mais la décision est irréversible. Après l'annonce, les conséquences se déploient par cercles concentriques. Sur le plan diplomatique, la CEDEAO perd un membre côtier stratégique, ce qui fragilise sa continuité géographique. Sur le plan symbolique, le geste agit comme une déclaration d'indépendance méthodique plutôt que comme un coup d'éclat. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette rupture signifie l'ouverture d'un débouché maritime longtemps inaccessible. Dans les jours qui suivent, les routes construites sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré trouvent un prolongement logique vers l'Atlantique. Les réactions extérieures se multiplient. L'Union africaine appelle au dialogue. Les chancelleries occidentales expriment leurs préoccupations face à une possible fragmentation régionale. En parallèle, dans les rues de Bissau, la population célèbre la rupture comme une libération.
des drapeaux sahéliens apparaissent sur les marchés et les slogans d'autonomie économique circulent rapidement. Cette séquence révèle une transformation plus profonde. Ce qui était perçu comme un espace enclavé devient un axe stratégique continu. La rupture institutionnelle cesse d'être un événement isolé pour devenir un déclencheur. Chaque décision administrative s'aligne sur une infrastructure existante, chaque réaction diplomatique arrive après les chantiers. À ce stade, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'initiateur direct de l'événement, mais comme le catalyseur idéologique d'un enchaînement rendu possible par des choix antérieurs. L'avant était marqué par la dépendance aux cadres hérités. L'après s'organise autour d'une continuité logistique assumée. La question n'est plus comment la rupture a eu lieu, mais jusqu'où ces répliques peuvent remodeler l'équilibre régional. Le point de départ est un niveau de base clairement identifiable. Avant 2023, les États sahéliens enclavés dépendaient quasi exclusivement de corridors extérieurs régulés par des ports et des cadres institutionnels sur lesquels ils n'avaient qu'une influence limitée. Les délais logistiques étaient longs, les coûts élevés et chaque friction politique se traduisait par une vulnérabilité immédiate des approvisionnements et des exportations. Le premier écart mesurable concerne l'infrastructure. Entre 2023 et 2025, plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso. Ce volume représente près du double de ce qui avait été financé sur la décennie précédente par les bailleurs multilatéraux. La différence ne tient pas seulement à la quantité, mais à la méthode. Financement interne, exécution accélérée et priorisation d'axes reliant directement les zones de production aux frontières et désormais au littoral. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule transforme la route d'un projet théorique en capacité opérationnelle. Un second indicateur porte sur la dépendance alimentaire. En 2024, les pays de la CEDEAO ont importé pour environ 2,4 milliards de dollars de produits alimentaires. Les États de l'Alliance des États du Sahel estiment pouvoir réduire cette dépendance de moitié à l'horizon 2030 grâce à l'intégration agricole et à la transformation locale. Ce chiffre ne promet pas une autosuffisance immédiate, mais il indique un changement de trajectoire. Chaque point de dépendance évité réduit l'exposition aux chocs extérieurs et stabilise les prix intérieurs. Le troisième écart concerne les marges budgétaires. Sur les 2 dernières années, les revenus issus des ressources minières ont progressé d'environ 35% dans les pays sahéliens concernés, sans recours à de nouveaux prêts extérieurs. Cette évolution suggère que la captation de valeur locale, combinée à des infrastructures contrôlées, peut générer des marges de manœuvre là où l'endettement était auparavant la norme. Les données deviennent alors un argument politique, déplaçant le débat des intentions vers les résultats observables. L'ouverture maritime amplifie ces écarts. Les services logistiques sahéliens estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur les coûts de transport grâce à l'accès direct au port de Bissau. Chaque point gagné réduit la dépendance aux intermédiaires, raccourcit les délais et renforce la compétitivité des exportations de coton, d'or et de bétail. Pour Ibrahim Traoré, cet écart entre un système d'assistance et un système de production constitue ce qu'il nomme un écart souverain. Ces chiffres n'annulent pas les risques, mais ils en changent la nature. La question n'est plus de savoir si la rupture est faisable, mais si ces écarts positifs peuvent être maintenus dans le temps sans créer de nouvelles dépendances. À ce stade, les données indiquent une tendance claire. Plus l'investissement est endogène, plus la capacité de négociation augmente, et plus la souveraineté cesse d'être déclarative pour devenir mesurable. Les critiques de cette recomposition avancent d'abord un argument économique solide. Selon plusieurs économistes africains,
le retrait de la CEDEAO exposerait la Guinée-Bissau à un risque d'isolement commercial. Plus de 70% de ses exportations transitaient jusqu'ici par des cadres régionaux régulés. En sortir pourrait compliquer les échanges, augmenter les coûts de transaction et décourager les investissements étrangers, surtout à court terme. Dans cette lecture, la souveraineté affichée risquerait de se traduire par une hausse des prix et une volatilité accrue. Une seconde objection concerne la gouvernance. L'Alliance des États du Sahel regroupe des régimes issus de coups d'État, ce qui alimente la crainte d'un bloc durablement militarisé. Les chancelleries occidentales soutiennent que cette configuration fragilise la confiance régionale et substitue l'efficacité apparente à la légitimité politique. L'histoire récente du continent fournit des exemples où l'isolement institutionnel s'est accompagné d'une contraction économique et d'une dépendance accrue à des partenaires alternatifs. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils reposent sur des précédents documentés et rappellent que la rupture institutionnelle comporte toujours des coûts. Toutefois, la réponse des partisans du modèle sahélien s'appuie sur des faits récents plutôt que sur des promesses. Ibrahim Traoré et ses homologues rappellent que plusieurs décennies d'intégration sous contrainte n'ont pas permis de réduire durablement la pauvreté ni la dépendance structurelle. À l'inverse, les données récentes montrent une hausse des revenus locaux, une baisse attendue des coûts logistiques et une mobilisation interne accrue autour des chantiers d'infrastructure. Sur le plan politique, l'argument se déplace. Les analystes favorables à la ES soutiennent que la stabilité ne découle pas uniquement d'élections régulières, mais aussi de la capacité d'un État à produire des résultats tangibles. Le débat ne se résume donc pas à une opposition binaire. Il oppose deux critères de légitimité, la conformité institutionnelle et l'efficacité productive. La trajectoire sahélienne ne garantit pas le succès, mais elle remet en cause l'idée selon laquelle l'intégration héritée serait la seule voie possible. C'est cette tension, documentée plutôt que théorique, qui structure désormais la discussion régionale. Ce qui apparaissait comme une alliance idéologique devient une continuité physique mesurable, reliant le Sahara à l'Atlantique. Ce déplacement d'échelle modifie la lecture de l'ensemble de la séquence. L'enjeu n'est plus seulement diplomatique, il devient logistique, économique et sécuritaire. Avec l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'Alliance des États du Sahel, les routes intérieures construites ces dernières années trouvent un prolongement maritime direct. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cela signifie une réduction potentielle des goulets d'étranglement, des délais raccourcis et une capacité nouvelle à choisir leurs itinéraires. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme l'architecte unique de l'événement, mais comme la boussole idéologique d'un mouvement rendu possible par l'infrastructure. Ce point médian révèle une asymétrie décisive. Les cadres institutionnels peuvent donc se rompre en un jour, mais les routes, les ports et les chantiers transforment la rupture en fait accompli. Chaque convoi qui atteint l'Atlantique renforce la crédibilité du corridor et rend le retour en arrière plus coûteux. La géographie, longtemps perçue comme une contrainte immuable, change de camp. À partir de ce moment, la question n'est plus de savoir si la bascule est symbolique, mais comment ses effets concrets vont se diffuser dans les économies locales, les calculs des entreprises et les attentes des citoyens. Le cœur du récit se déplace définitivement vers les conséquences. Les effets de cette ouverture se déclinent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même logique: transformer une contrainte historique en avantage opérationnel. Pour les États, l'impact est d'abord stratégique. La perte d'un membre côtier affaiblit la CEDEAO, tandis que l'Alliance des États du Sahel gagne une continuité territoriale inédite. Les routes construites au Burkina Faso
trouvent un débouché maritime direct, ce qui réduit la dépendance à des ports extérieurs et renforce la capacité de négociation collective. Pour Ibrahim Traoré, cette continuité change la nature même des discussions diplomatiques. Choisir ses routes, c'est choisir ses délais et ses partenaires. Du côté des entreprises, le changement est immédiat dans les calculs. Les producteurs de coton, d'or et de bétail anticipent d'un client des exportations sans intermédiaire, non pas pour intermédiaire européen, avec des délais plus courts et des coûts logistiques en baisse. Les services logistiques estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur certains trajets. Cette réduction modifie la rentabilité attendue, encourage la planification à moyen terme et incite à investir dans le stockage et la transformation locale. Les premiers accords logistiques signés avec Bissau traduisent cette dynamique naissante. Pour les citoyens, l'impact se mesure au quotidien. À Bissau, les chantiers portuaires et routiers créent des emplois locaux, tandis que des techniciens sahéliens forment de jeunes ouvriers côtiers. Dans les marchés, la circulation de produits venus de l'intérieur du continent devient plus fluide, ce qui contribue à stabiliser les prix là où les routes sont praticables. La souveraineté prend ici la forme d'un revenu, d'un temps de transport réduit et d'une mobilité accrue, bien plus que d'un discours politique. À l'échelle régionale, les répercussions sont plus larges. D'autres États observent l'expérience avec attention sans l'imiter ouvertement. Les partenaires occidentaux sont contraints de réviser leurs approches, les aides conditionnées ne suffisant plus à maintenir une influence stable. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des visages d'une réorientation qui dépasse le Sahel, où l'autonomie cesse d'être théorique pour devenir praticable. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni garanties. Elles s'additionnent toutefois autour d'un fait central. Chaque route connectée à un port, chaque contrat signé sans intermédiaire, chaque emploi créé renforce la crédibilité du corridor. À ce stade, la rupture institutionnelle a déjà produit des effets tangibles, et c'est à leur diffusion progressive que se mesure désormais la portée réelle de la bascule. Pour la suite, plusieurs trajectoires deviennent possibles. Dans un premier temps, une stabilisation prudente, le corridor atlantique fonctionne partiellement, sans monter en puissance brutale. Les flux commerciaux se réorganisent par étapes, l'usage du port de Bissau s'installe progressivement et les discussions diplomatiques se poursuivent à bas bruit. Dans cette configuration, les coûts logistiques baissent de manière mesurable mais inégale, suffisante pour sécuriser certains secteurs sans provoquer d'escalade politique. L'équilibre reste fragile mais praticable. Et dans un autre scénario, une consolidation plus rapide. Les routes sahéliennes rejoignent durablement les infrastructures portuaires guinéennes, les délais de transport baissent de façon visible et des projets industriels ou énergétiques communs émergent le long des axes logistiques. Fort de cette réussite, une coordination financière renforcée devient envisageable, par exemple via un mécanisme commun dédié aux infrastructures. Dans ce cas, l'intégration ne serait plus défensive mais proactive. Ibrahim Traoré pourrait alors porter une logique de coopération élargie où l'exemple sahélien attire d'autres partenaires africains sans rupture frontale. Dans le scénario le plus fragile, une trajectoire dégradée, des sanctions ciblées, des restrictions commerciales ou des blocages diplomatiques viendraient tester la solidité du corridor. Chaque cargaison deviendrait un enjeu géopolitique. Sans coordination étroite entre les États de l'Alliance, les gains initiaux pourraient s'éroder rapidement, transformant l'ouverture maritime en point de tension plutôt qu'en levier. Ce risque n'est pas hypothétique, il dépend des choix opérés et de la capacité à maintenir une discipline collective. Ces trajectoires ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent se succéder ou se combiner selon les décisions prises.
La variable clé reste la capacité à transformer l'accès maritime en avantage durable plutôt qu'en dépendance nouvelle. Cela implique une gestion fine des équilibres entre affirmation souveraine et pragmatisme économique. La recommandation de lecture est simple: ne pas parier sur une seule issue. Observer les indicateurs concrets, délais, volumes, investissements locaux et capacité de coordination permet de mesurer quelle trajectoire devient dominante. C'est dans cet écart entre scénario projeté et réalité observée que se jouera la crédibilité de la recomposition. Cette recomposition n'est pas abstraite. Elle se décline selon les positions sociales et professionnelles avec des effets concrets qui modifient les trajectoires individuelles autant que collectives. Pour les jeunes urbains, notamment étudiants et techniciens, l'ouverture du corridor crée une perspective nouvelle. Les chantiers d'infrastructure deviennent des lieux d'apprentissage et d'emploi, réduisant l'écart entre formation et travail. Cette dynamique nourrit un sentiment d'utilité sociale, là où dominait auparavant l'attente ou l'émigration. Ibrahim Traoré insiste souvent sur cette dimension. Construire, c'est aussi retenir les compétences. Pour les producteurs et petits entrepreneurs, l'impact est plus immédiat. La réduction attendue des intermédiaires et des délais logistiques change la rentabilité des activités agricoles et minières. Exporter devient envisageable sans passer par des circuits éloignés, ce qui renforce la prévisibilité des revenus. Cette stabilité relative encourage l'investissement local, la structuration de coopératives et une meilleure planification des cycles de production. Pour les familles et usagers ordinaires, les effets passent par le quotidien. Des routes praticables signifient des prix plus stables sur les marchés, des déplacements moins coûteux et un accès facilité aux services. La souveraineté se traduit ici par du temps gagné, des dépenses réduites et une mobilité accrue, bien plus que par des discours institutionnels. Dans le scénario le plus fragile, pour la diaspora et les observateurs extérieurs, cette séquence modifie le regard porté sur la région. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un espace de crise pour devenir un laboratoire de solutions endogènes. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des symboles d'un changement de méthode plutôt que d'un simple changement de régime. Ces impacts différenciés convergent vers une même idée. Lorsque les politiques publiques deviennent visibles et utilisables, elles cessent d'être lointaines. La question devient personnelle. Où chacun se situe-t-il dans cette transformation? Et comment ces changements déclinent-ils ses propres choix à moyen terme? Transformer une ouverture maritime en avantage durable suppose une méthode explicite, mesurable et coordonnée. Un premier levier concerne l'institutionnalisation logistique. Les États de l'Alliance doivent harmoniser leurs plans d'infrastructure, créer un guichet commun pour le transit et partager des calendriers opérationnels. Le critère d'évaluation est simple: délai de transport réduit et baisse mesurable des coûts sur les principaux axes reliant l'intérieur du Sahel au port de Bissau. Un deuxième levier porte sur la consolidation de la production locale. Les unités de transformation du coton, de la noix de cajou et des minerais doivent être implantées à proximité des routes et des ports. Cette proximité permet de capter davantage de valeur sur place et de limiter la dépendance aux exportations brutes. Ibrahim Traoré défend cette logique comme un passage nécessaire d'un rôle de transit à un rôle de producteur. Un troisième axe concerne la sécurisation des flux. Les routes, les chantiers et les infrastructures portuaires doivent être protégés de manière coordonnée. Les armées sahéliennes, déjà mobilisées dans la reconstruction, deviennent garantes de la continuité économique. La stabilité, dans ce cadre, ne se décrète pas. Elle se construit par la protection des capacités critiques.
Un quatrième levier touche au partage des compétences. Universités, centres techniques et écoles d'ingénieurs doivent aligner leurs programmes afin de former une main-d'œuvre capable d'entretenir et d'exploiter ces infrastructures sans dépendance extérieure. L'indicateur clé est la part de maintenance assurée localement. Dans le scénario le plus fragile, l'évaluation doit dépasser le PIB. Suivre des indicateurs d'autonomie, part de ressources locales dans l'investissement, délai logistique, coût d'importation évité permet de mesurer les progrès réels. Ibrahim Traoré résume cette approche par une formule: bâtir d'abord, négocier ensuite. La feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle fournit une boussole opérationnelle. L'image qui revient du début à la fin est celle des routes qui avancent vers la mer. Au départ, il y avait des chantiers intérieurs, souvent ignorés, menés loin des sommets diplomatiques. Des ingénieurs, des ouvriers, des soldats, travaillant sans attendre l'aval des institutions régionales. Ce motif discret éclaire aujourd'hui la séquence entière. La transformation en cours ne naît pas d'une rupture spectaculaire, mais d'une continuité patiemment construite. À Bissau comme à Ouagadougou, le bitume relie désormais des espaces que l'histoire avait séparés. Cette jonction agit aussi sur les imaginaires. Le désert n'est plus un cul-de-sac, il devient un point de départ. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef solitaire que comme le porteur d'une méthode répétée et observable, alignée discours, financement et capacité matérielle. Chaque route achevée, chaque port réhabilité, chaque flux sécurisé renforce une idée simple. L'indépendance ne se proclame pas, elle se prouve par ce qui fonctionne. Cette conviction circule sur les chantiers bien plus que dans les communiqués. Elle n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite, mais un constat forgé par l'expérience quotidienne. Ce rappel final ramène à l'essentiel. Derrière les alliances et les tensions, ce sont des gestes concrets qui redessinent les trajectoires. La question n'est plus idéologique. Elle devient pratique, presque intime. Que se passe-t-il quand ce qui est construit commence réellement à être utilisé? À ce stade, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre un camp, ni de réduire cette recomposition à un affrontement idéologique. Ce qui se dessine appelle une lecture collective, attentive aux faits et à leurs usages. La jonction entre le Sahel et l'Atlantique pose une question qui dépasse les dirigeants, les alliances et les institutions. Comment un continent choisit-il ses priorités lorsqu'il reprend la main sur ses routes, ses ports et ses méthodes? Pour certains, cette trajectoire évoque un retour aux fondamentaux: produire, relier, transformer avant de négocier. Pour d'autres, elle soulève des inquiétudes légitimes sur l'équilibre politique, la gouvernance et la capacité à durer sans compromis externe. Ces deux lectures coexistent et méritent d'être confrontées sans caricature. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'impose pas une réponse unique. Il incarne une orientation qui invite à mesurer la souveraineté à l'aune de ce qui est construit et utilisé, plutôt que de ce qui est annoncé. Cette grille de lecture peut inspirer, interroger ou déranger, mais elle oblige à regarder les résultats concrets. La discussion reste ouverte. Elle se joue moins dans les déclarations que dans l'évolution des échanges, des coûts, des emplois et des vies quotidiennes. À chacun désormais d'observer, de questionner et de débattre. À partir de quand une rupture administrative devient-elle une trajectoire durable?